C'est une question qui fait débat et soulève des enjeux importants au niveau du droit international et des États. Dans le droit international, la définition onusienne de la catégorie autochtone tente aujourd'hui d'englober dans une même notion en fait, des sociétés qui sont extrêmement diverses, qui sont réparties dans les 5 continents. Aussi, à l'heure actuelle, des peuples aussi différents culturellement et éloignés géographiquement que par exemple les Samis de Suède et de Finlande, les Mapuches du Chili et d'Argentine, ou les Maasai du Kenya et Tanzanie, sont considérés comme des autochtones par les Nations Unies. Ce sont aussi des groupes qui constituent généralement les secteurs socialement, économiquement et politiquement les plus vulnérables et marginalisés de la population des pays où ils vivent. D'après cette définition onusienne que je mentionnais tout à l'heure, les peuples autochtones sont les descendants de groupes qui vivaient sur un territoire donné avant l'arrivée d'autres groupes auxquels ils ont été assujettis. Ce sont aussi des groupes qui vivent dans un état de relation coloniale, et ce point est vraiment important. Donc dans un état de relation coloniale avec les États-nations qui les ont englobés, et qui aussi sont des groupes qui se caractérisent par une détermination à conserver, à développer et aussi à transmettre aux générations futures les territoires de leurs ancêtres et leur identité. Il est important aussi de relever que en fait, cette définition onusienne est une définition de travail dont la portée et la reconnaissance se limitent aux organisations internationales. Elle n'indique donc pas aux États-nations comment effectuer le travail de recensement des autochtones. On observe donc de nombreuses disparités, de nombreuses différences dans les critères de définition selon les pays et les volontés politiques des États de reconnaître ou non ces populations. Enfin, sur le plan anthropologique, qui est la discipline à partir de laquelle je parle, la catégorie autochtone ne doit pas être comprise comme un attribut inhérent, fixe ou immuable. En fait, c'est une catégorie relationnelle et dynamique qui évolue dans le temps et en fonction des contextes. Pour faire une analogie, je dirais que de même qu'il n'y avait pas d'Indiens dans les Amériques avant l'erreur d'appréciation de Christophe Colomb, mais des Inuits, des Lakota, des Diaguita, il n'existe pas de peuple autochtone en soi, mais toujours par rapport à un autre qui domine, comme le terme nécessaire d'une relation coloniale qui perdure dans le temps. Alors le droit à l'autodétermination est au cœur des revendications de la plupart des groupes autochtones dans le monde. Ce droit est un principe issu du droit international, en fait, et qui stipule que chaque peuple a le droit de déterminer lui-même son destin. Ça signifie qu'il a le droit de déterminer librement son statut politique, son développement économique, social et culturel, y compris donc le droit de disposer librement de ses richesses et de contrôler ses ressources naturelles. Autre point important, c'est qu'il s'agit d'un droit collectif qui ne peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Cette terminologie est importante car c'est précisément ce point qui fait débat par rapport à l'octroi de ce droit aux autochtones. En effet, définir les autochtones comme des peuples, des populations ou des minorités est loin d'être une question banale et sans conséquence au niveau du droit international. C'est en fait une question délicate, très controversée, car elle a des implications directes sur la reconnaissance ou non du droit à l'autodétermination des autochtones. Aussi, la Convention 169, qui a été adoptée en 1989 par l'OIT, ou le BIT, qui est l'un des principaux instruments internationaux
contraignant pour les États en ce qui concerne les droits des autochtones, stipule très clairement que l'emploi du terme peuple ne peut en fait en aucune manière être interprété comme ayant des implications au niveau du droit à l'autodétermination. Les craintes des États par rapport à cette question sont évidemment en lien avec l'enjeu de l'intégrité territoriale et du contrôle des ressources naturelles. Pourtant, en revendiquant ce droit, la plupart des peuples autochtones ne demandent pas l'indépendance, mais des formes d'autonomie politique à l'intérieur des États constitués. En 2007, après plus de 20 ans d'âpres discussions, les Nations Unies ont adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, qui stipule qu'ils ont le droit à l'autodétermination. Bien que ce texte représente un pas véritablement historique vers la reconnaissance de ce droit pour les autochtones, il faut savoir que cette déclaration n'a pas de valeur contraignante pour les États. L'extraction des ressources naturelles à des fins de rendement et de domination politique est à l'origine même de la colonisation européenne. Or, cette dernière décennie, en fait, on a observé une augmentation et une intensification inédite des conflits sociaux et environnementaux qui mettent en scène des autochtones, des compagnies minières et des États. Un petit peu à l'instar du blockbuster Avatar que vous avez tous probablement vu, qui a été réalisé par James Cameron. Ces conflits en fait mobilisent des acteurs au pouvoir largement asymétriques, des acteurs qui se confrontent parfois moins par rapport au contrôle des ressources en jeu que en fait sur des conceptions différentes du développement et de l'exploitation de l'environnement par l'homme. En fait, il s'agit d'une question de dimension globale et éminemment politique, puisqu'elle questionne non seulement notre dépendance aux matières premières, les inégalités nord-sud, mais aussi et surtout notre modèle de développement économique fondé sur l'extraction des ressources naturelles. En fait, ce point est fondamental pour comprendre en quoi l'extraction minière porte préjudice aux peuples autochtones. En effet, la plupart d'entre eux revendiquent une vision holistique du monde, où la Terre est investie d'une dimension spirituelle qui dépasse et questionne la conception matérielle de la Terre en tant que moyen de production et bien privé. Rien qu'en Amérique latine, on recense à ce jour plus de 270 conflits liés à l'industrie minière. Et puis parmi les préjudices constatés de façon récurrente, la pollution des eaux et des nappes phréatiques, la réduction des cours d'eau, la diminution de la qualité de l'air, la contamination des sols, la dégradation irréparable des paysages et des milieux fragiles, mais aussi la perte de la biodiversité comptent effectivement parmi les impacts environnementaux qui sont les plus constatés. Ces impacts, ils affectent la santé des communautés et des écosystèmes. Et entraînant donc en cela la violation de divers droits qui sont associés au droit à la vie et à un environnement sain. Mais l'impact des projets miniers sur le tissu social des communautés est autant, sinon plus dévastateur. La présence de ces industries entraîne notamment une reconfiguration des rapports sociaux et de pouvoir entre les différents groupes en présence, qui se traduit souvent par la division des communautés et l'affaiblissement de leur lutte contre l'industrie extractive. C'est une question importante. Les peuples autochtones et les compagnies minières sont souvent représentés comme des acteurs antagoniques, voire comme des ennemis naturels. Et selon qu'on soit favorable à l'un ou à l'autre de ces acteurs politiques, les premiers seront considérés comme les porteurs d'un modèle de relation au monde holistique, ne nuisant pas à l'avenir de la planète et de l'environnement, ou à l'inverse,
comme incarnant des luttes archaïques qui freinent le développement et le progrès. Sur le terrain, les choses ne sont pas si simples. Et il existe effectivement des acteurs autochtones plus ou moins favorables au développement extractif. À ce titre, dans le cadre de mes recherches au nord du Chili, j'ai pu analyser comment les politiques étatiques, en concertation avec les compagnies minières et notamment leurs actions de responsabilité sociale d'entreprise, mettent en place en fait des programmes de reconnaissance et de soutien aux communautés autochtones. En apparence anodin, ces programmes contribuent en fait à la construction de sujets autochtones qui n'entravent pas les projets extractifs et à la marginalisation, voire à la criminalisation de ceux qui s'opposent aux projets miniers et au modèle néolibéral. Dans ce contexte, l'enjeu et le rôle de l'État et des entreprises transnationales sont de contribuer simultanément et conjointement à la construction et à la légitimation de sujets autochtones qui sont conçus comme des entrepreneurs actifs de leur propre culture, territoire et identité. Des notions qui sont alors définies comme des capitaux et des ressources négociables, des autochtones compatibles avec le modèle néolibéral et extractiviste en fait.